Il se tient ici au Palais du Midi à Bruxelles une rencontre, une sorte de rencontre d'écrivains. En fait, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'une rencontre des écrivains congolais qui habitent la Belgique, la France, le Luxembourg et qui présentent leurs œuvres au public belge. En fait, c'est dans le cadre du mois de la solidarité internationale organisé par la ville de Bruxelles. Et nous, Mabiki, on a organisé cette rencontre où il y a des écrivains congolais qui présentent leurs travaux, aussi bien de la littérature scientifique et autres choses. Quel bilan vous établissez aujourd'hui de la littérature congolaise? Nous avons plus d'œuvres aujourd'hui sur le marché ou selon l'époque, il y a moins d'œuvres sur le marché? Non, il y a plus d'œuvres. Déjà, si tu vois la panoplie des écrivains, nous n'avons pas moins de 25 écrivains ici et qui n'ont pas moins de chacun un ou deux livres et plusieurs fois. Et ce n'est pas tout le monde qui est présent, qui habite la Belgique ou la France ou la Suisse. Donc, il y a plus d'œuvres maintenant. Bon, évidemment, la société évolue. Ce n'est pas encore suffisant à la dimension du Congo. La production littéraire ou scolaire et académique n'est pas encore suffisante, mais ça évolue. Je suis congolo-congolaise, donc des deux rives congolaises. Et je suis née à Kinshasa, j'ai grandi entre mes deux rives. Et voilà, donc j'ai baigné dans ma culture africaine, j'ai passé 40 ans de ma vie, voilà, au total. Et puis j'ai voulu me lancer dans l'écriture parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'écrits sur notre propre histoire et surtout sur le métissage. Parce que moi je suis donc déjà des deux rives et en plus j'ai un grand-père belge et un grand-père français. Vous avez écrit un livre où il est encore en gestation? Oui, non, voilà. Oh non, j'ai plusieurs livres, ils sont autour de vous. Il y a le premier qui est Méandre. Voilà, Méandre, qui avait été dédicacé par le cardinal Monsengo en son temps. Et ensuite, j'ai écrit Afin que tu te souviennes, qui est paru à Kinshasa et qui avait été présenté à l'hôtel Memling. Donc à Kinshasa aussi, et qui va être réédité parce qu'il a eu beaucoup de succès, surtout auprès des historiens. Dites-moi, dans Méandre, qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Méandre, c'est un recueil de poésie. Donc Vous êtes poète. Oui, bon, quand on me lit, beaucoup de gens disent que derrière l'écrivain, il y a d'abord le poète. Et j'aime bien une phrase qui dit on devient écrivain, il y a l'école de l'écriture, mais il n'y a pas l'école de la poésie. On est poète, je pense. C'est d'abord pour soutenir la culture congolaise et la littérature congolaise en même temps. Et je commencerai aussi à avoir une pensée à notre grand frère qui nous a quittés brutalement sur scène, en l'occurrence Kabongo. Donc en venant ici, c'est aussi une façon de venir près là où était notre grand frère pour lui rendre aussi ce dernier hommage. Mes messages, d'abord je l'étale très très large, donc pour toute l'Afrique et jusqu'aux Antilles. Et donc il y a certains Congolais qui commencent à prendre conscience. Certains. La plupart, ils comprennent. Non, c'est par la communication aussi. Et heureusement, il y a des gens comme vous. Parce que quand je dis à la fin de ces mois sur la mémoire de l'esclavage, je l'expose au musée de la bande dessinée à Angoulême. Je suis sur des traces de grands comme Colte Maltese, de Gaston Lagaffe. C'est quand même une grande chose pour la culture congolaise qui va passer dans cet endroit mythique de la bande dessinée que tout le monde dans le monde entier rêve à y être. Je pense que c'est à partir de là les Congolais vont prendre conscience qu'il y a quelque chose de leur patrimoine qui s'est fait par la bande dessinée et qui commence à monter et que nous aurons une attention là-dessus. Par rapport à mon travail, je ne fais que toucher des points qui sont très difficiles à expliquer
et certains points sensibles comme Mémoire de l'esclavage Boulambemba, qui a vu partir pour la première fois en Afrique plus de 600 Africains à cette embouchure du fleuve Congo vers le Portugal, donc vers l'Europe, avant qu'ils partent en Amérique comme esclaves. Et en même temps, dans mes BD, je rappelle un peu quelques erreurs historiques que nous avons, en l'occurrence toujours sur la mémoire de l'esclavage, qu'on n'oublie pas que ce lieu est entré dans l'histoire 2 siècles avant que l'île des Gorée entre dans cette histoire sur la personne de l'homme noir. Et en même temps, je rappelle dans le BD qu'au Congo, nous avons un grand patrimoine à Yelala. Il y a un caillou qui existe sur le bord du fleuve Congo, qui est Diego Cao, avec son équipage, entre autres Bartholomé Dias, en l'occurrence, qui faisait partie, ont dit inscrire quelques écritures sur le bord de ce fleuve Congo, et on va voir quel était le nom exact du fleuve Congo et beaucoup de choses pour que nous puissions prendre conscience de notre histoire. J'ai accepté de venir ici parce que déjà en tant que femme, je suis contente que parmi les écrivains africains, on trouve des femmes et surtout parmi les écrivains congolais, il y a quelques femmes ici. Moi, ça me fait plaisir de voir que les choses bougent parce qu'avant, c'est vrai que quand la femme écrivait, c'était beaucoup plus des poèmes, puis des romans, et maintenant on trouve la femme dans des sujets actuels, dans des débats socio-économiques, et ça fait plaisir. Et je suis ici pour présenter un livre qui est sorti l'année passée, Et Dieu créa le Congo. Donc c'est une série de réflexions sur ce qui s'est passé avant l'indépendance même, pendant, après, et voilà. Et la réflexion se base plus sur la population. On a vu des changements, mais qu'est-ce qu'est devenue la population? La situation économique de la population. Et finalement, à force d'avoir mis tellement de réflexions dans ce livre, j'ai mis sur place aussi une association qui s'appelle Life Dignity et qui s'occupe de former les personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, d'être formées. Le français et les maths sont obligatoires et alors on les dirige vers des formations spécifiques qui sont de courte durée pour que tout de suite ils soient dans le monde du travail. Comment ça évolue? Ça évolue très bien parce que c'est un livre qui amène à discussion. Et donc, du coup, petit à petit, en tout cas, je les vends dans des rencontres, dans des dédicaces. Et c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Et ce qui vraiment me réjouit, c'est que le titre parle à plus voilà. Il y a un voyage en vue au Congo pour un peu expliquer les contenus aux gens là-bas. En tout cas, il y a un voyage de prévu déjà à Lubumbashi parce que je vais faire dans les cadres de mes activités culturelles un stage de danse au Congo et j'amènerai ces livres-là et je pense qu'on programmera un voyage spécial livre. Mais là, c'est une question que je dois voir avec mon éditeur. Dites-moi un peu, vous qui écrivez des livres pour les gens qui doivent lire, est-ce que les Congolais, ils lisent de plus en plus ou ils lisent de moins en moins? Je pense que le Congolais lit de plus en plus. On dit toujours que les Congolais ne lisent pas, c'est vrai que les livres ça coûte cher et nous qui avons la chance d'éditer les livres ici, on se bat pour que les livres soient moins chers là-bas parce que prendre par exemple Maman Nangai c'est 20 €, 20 € pour un Congolais c'est déjà un budget énorme à mettre pour un livre, donc on se bat de telle manière qu'il y ait un budget ou un prix pour la diaspora et un prix pour les Africains pour qu'ils puissent lire quand même parce que pour mettre 20 € dans un livre il faut les avoir, mais les Congolais lisent de plus en plus. Ouais. Maman Nangai, en tout cas, c'est bon, petit à petit. Je ne peux pas dire de mieux en mieux parce que Maman Nangai n'a pas encore une longue vie. Hein. Ça fait que depuis le mois de juin que c'est sorti. Mais en tout cas, je peux être contente parce que c'est déjà une centaine de ventes de livres, rien que de bouche à oreille, rien que par le fait de faire la promotion en faisant des dédicaces.
Alors, quand est-ce qu'une école de danse à Kinshasa ou à Lubumbashi? Une école de danse à Lubumbashi, ça va, je pense, si Dieu nous prête vie, en tout cas, les premiers jalons vont avoir lieu l'année prochaine, parce que j'ai rencontré le gouverneur, le maire de Lubumbashi, à qui j'ai soumis le projet et qui était vraiment très enchanté de la réalisation d'un centre de culture africaine à Lubumbashi et qui a donné son accord pour nous donner un terrain pour pouvoir construire ces centres-là. Et donc, je le remercie beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Et j'espère en tout cas que les autres partenaires pourront aider à la réalisation concrète de ce projet. Dites-moi, d'abord, pourquoi vous avez accepté de participer à cette rencontre? J'ai accepté de participer à cette rencontre parce que depuis 1 an, nous avons créé une école de langue et de culture congolaise à Bruxelles. Donc, ça s'appelle l'école Kiliswati, dans laquelle les 4 langues du Congo sont enseignées avec des cours de culture. Et donc, suite à ça, il y a des syllabus qui ont été édités par nos professeurs. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est venu mettre un stand ici dans ce forum de la littérature congolaise. Je suis l'une des 3 organisatrices et fondatrices de l'école de langue et de culture congolaise à Bruxelles qui s'appelle Kiliswati. Et vous êtes né dans le Kiswahili, vous êtes né ici ou vous êtes né au Congo? Je suis née ici à Bruxelles, j'ai grandi ici, j'ai étudié ici, voilà, tout fait ici. S'il y avait seulement le Kiswahili ou toutes les autres langues sont enseignées là? Toutes les autres langues, mais le syllabus de Swahili c'était le seul qui était prêt pour aujourd'hui, mais sinon tous les autres sont en finition pour la fin du mois, les autres syllabus. Justement, on est né ici, on a grandi ici, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de lacunes et de carences, que ce soit au niveau de la culture de notre pays et aussi bien au niveau des langues. Nous, on a grandi ici, on parle français, mais nos langues, elles tendent à décliner. On les parle pas très bien ou bien on entend oralement, mais pour parler, c'est plus difficile. Donc on s'est rendu compte l'année passée, à l'heure où le Congo fêtait ses 50 ans d'indépendance et 17 autres pays africains, qu'il y avait là quelque chose à saisir, qu'il fallait faire quelque chose. Il était temps de montrer que non, il y avait une diaspora qui était active et qui était capable de s'illustrer dans d'autres domaines que la danse, la musique, la chanson, etc. Donc de là est venue l'idée de créer cette école de langue, parce qu'il y avait un manque, il y avait un besoin au sein de notre communauté. C'est quand même étonnant de voir à votre âge, là, vous vous intéressez aux langues congolaises. Généralement, les gens qui sont nés ici, les filles, les garçons qui sont nés ici, ils refoulent les langues congolaises. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui croient que les langues, c'est des langues dégradantes, les langues qui ressemblent à pas des langues des sauvages? Justement, j'ai envie de dire que les langues, c'est tout ce qui nous reste. Stendhal disait que le premier instrument du génie d'un peuple, c'est sa langue. Et chaque semaine, toutes les 2 semaines, il y a une langue qui disparaît dans le monde. La langue et la culture, c'est trop important que pour baisser les bras, que pour dire c'est dégradant. Non, la langue, c'est notre identité, c'est ce qui fait un peuple, c'est son essence. Et il faut se battre pour ça, pour que ça perdure, pour que nos enfants qui puissent la parler, la comprendre et la perpétuer à leurs enfants et ainsi de suite. Il faut se battre pour ça, c'est trop important. Et les gens de ton âge, qu'est-ce qu'ils te disent? Il y en a qui me soutiennent, qui m'encouragent, mes amis, proches. Puis il y en a qui disent que c'est peine perdue, qui comprennent pas l'essentialité de ce combat. Finalement, c'est un combat, la culture. Mais voilà, mais ça nous motive. C'est bien, ça nous motive qu'on est sur la bonne voie, la culture, c'est trop important.